Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Amine Youssouf. Amine, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le cofondateur d'Afrobyte. Alors Afrobyte qui est une place de marché au cœur de l'écosystème technologique africain. Et cette semaine, vous avez vécu le grand événement annuel d'Afrobyte. Vous avez reçu vos partenaires, vous avez eu de nombreux sollicitations pour participer à cet événement. Oui. Et le thème était les nouvelles frontières de l'agriculture africaine innovante et durable. Quelques heures, quelques jours après cet événement, premier bilan. Alors écoutez, très bon parce qu'on avait été absent pendant 2 ans à cause de la crise du Covid. Comme tout le monde. Donc on était tous un peu absents. Et le fait de se retrouver, de se reconnecter, et puis on a passé 2 ans aussi à réfléchir un peu au format qu'on voulait. C'est 2 années qui ont été à profit pour vous ? Par la force des choses. Par la force des choses, il faut positiver. Donc oui, on a eu le temps de repenser le format, le modèle de ce qu'on voulait faire, et puis aussi les sujets, et revenir un peu sur des sujets peut-être un peu plus proches du terrain africain, du citoyen africain. C'est pour ça qu'on a choisi la ruralité. Alors, j'ai oublié de le dire, mais là, on en a été à la 6e édition. Exact. Vous parlez de ruralité, c'est bien parce que ça empiète un peu sur la question que je voulais vous poser. Là, on le voit dans notre environnement mondial, tout ce temps que nous sommes, santé, climat, mobilité, finances, les domaines à réinventer ou à adapter sont nombreux, sont indispensables, voire même vitaux. Le continent africain, selon vous, il doit s'emparer de quel domaine tout de suite là, pour enclencher la machine? Il doit se nourrir. Se nourrir. C'est tout. Ah, puis alors en ce moment, on se rend compte de la difficulté que ça peut être quand il on doit est se nourrir de... lui-même Ouais. et éventuellement envisager nourrir le monde après. Ouais. Il peut se nourrir. Il est en capacité. Il peut. Mais parce qu'on a 60% des terres arables sur le continent africain, on a énormément d'ingrédients africains qui ne sont pas encore sur les étals du monde entier. Par exemple le sorgho, le mil, qui ont des propriétés extraordinaires, mais qu'on ne retrouve pas encore de manière massive. C'était ça un peu le thème de la discussion de l'événement de cette semaine? Oui, c'était vraiment la crise alimentaire. De quelle manière on répond à court terme? Donc pour ça, on a eu un dîner qui était la veille, donc le dîner African Tech Industry qui a eu lieu le 13 et la conférence qui a eu lieu le 14, où là on a rassemblé des acteurs, des investisseurs, des startups, C'était au MEDEF, la Banque mondiale, au MEDEF, le MEDEF qui nous a beaucoup aidé, et puis le MEDEF qui a fait aussi de l'agriculture une priorité, parce que le monde a faim. Oui. Et puis, j'imagine que vous l'avez préparé avant ce qui se passe en Ukraine, donc vous êtes carrément dans le cœur de l'actualité. Exactement, parce que j'ai eu la chance d'écrire pour le Déméter 2022, Oui. Qui est un très bel ouvrage de référence du secteur en France, et on avait écrit les nouvelles frontières de l'agriculture. Et donc j'ai transformé les nouvelles frontières de l'agriculture durable et innovante africaine. Et puis malheureusement, tristement, est arrivée la crise ukrainienne, qui n'a fait que renforcer notre conviction dans le fait de traiter ce sujet-là. On disait de la pandémie de Covid que c'était un accélérateur de tendance pour le meilleur comme pour le pire. Il se trouve que là, ce qui se passe en Ukraine avec la rétention du blé par la Russie, bon, bref, ça va être aussi un accélérateur forcément de tendance, en tout cas pas de tendance, mais de prise de conscience peut-être. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise ukrainienne. Il y avait déjà des problèmes. La crise n'a fait que les amplifier, n'a fait que grossir des problèmes qui étaient déjà latents depuis très très longtemps. Donc maintenant, il y a prise de conscience que ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet qui est prioritaire. Parce que cette crise est grave. C'est-à-dire que vous aviez eu la crise de 2000, c'était les technologies, ok, très bien. La bulle Internet. La bulle Internet, donc finalement ont souffert les gens qui étaient surtout dans ce secteur-là. La crise des subprimes, c'est ceux qui avaient des prêts. 2008. Et là, on parle d'autre chose. On parle de potentiellement d'émeutes de la faim. Ouais. Et là, on n'est c'est que sur des gens qui sont victimes. Exactement. À la différence des autres où Exactement. ils étaient impliqués. Plus globalement, vous qui êtes au cœur, justement, je le disais, de l'écosystème technologique, pardon. Vous qui êtes au cœur de l'écosystème technologique, à ce moment, il y a Vivatech en parallèle de votre événement, je ne sais pas qui copie qui, et à Vivatech, pour la première fois cette année, il y a eu les Africa Tech Awards. On a eu la chance, Télésud, d'être présent sur place. Ce qui est ressorti souvent,
c'est que les startups africaines sont là, sont vraiment là. Tout le monde en a conscience, mais on dirait des fois qu'il manque encore un petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est encore une certaine timidité qui... il manque encore cette volonté de casser la coquille et de se positionner et véritablement de s'affirmer et d'imposer des choix. D'où ça vient à votre avis? Alors, ça dépend des régions, quand Oui. même. Le Nigeria, je peux vous garantir qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Dans l'espace francophone, on est un peu plus humble. On a un peu encore, on n'est pas, comme les Anglais disent, bold. Je ne sais pas de quelle manière on sera, voilà, un peu plus peps. Mais aujourd'hui, vous avez au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, des entrepreneurs qui ont des ambitions énormes. Et puis, ça se traduit dans les chiffres. Il faut savoir que quand on a commencé Afrobytes en 2016, c'est hier, hein, c'est il y a 8 ans, lorsque une start-up africaine faisait une levée de fonds de 1 million, c'était énorme. C'était énorme, c'était exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, on a des startups qui font des levées à 200 millions. Donc en 6 ans, on passe de 1 à 200. Je ne sais pas si vous voyez le taux d'augmentation que ça fait, mais c'est une verticale comme ça. Je crois même que le continent, là, a doublé les investissements. À l'heure actuelle, au mois de juin 2022, on est déjà doublé ce qui avait été fait l'année dernière. Voilà. En gros, l'année dernière, je crois, on était autour des 4 milliards. Ouais. Cette année, il se peut qu'on finisse à 6. Et 6 milliards, il faut savoir qu'en 2016, on était autour des 300 millions et quelques. Vous diriez qu'il existe un modèle africain? Alors, quelque part, oui. Je ne peux pas dire que... Parce qu'on a 54 pays, donc c'est très différent. Donc évidemment, il faut... La première chose, c'est que les Africains sont entrepreneurs. Pas forcément par choix, parfois par nécessité. Tout le monde a son petit lopin de terre, son petit commerce, voire plus son magasin, etc., son petit taxi qui fait tourner pour compléter ses revenus. Donc c'est quand même quelque chose dans l'ADN entrepreneurial est déjà là. Après, il y a la question de l'adaptabilité, c'est-à-dire de trouver des solutions. Parce que parfois, on a des États qui n'ont pas forcément mis un certain nombre de choses en place et il faut que l'initiative privée puisse pallier à ces choses-là. Après, on a des traditions. Par exemple, la tontine. La tontine, c'est extrêmement vieux. Aujourd'hui, on ressort la tontine ici, on dit « Ah, mais c'est nouveau, etc. » Mais ça fait quand même quelques temps que ça existe ailleurs. Alors, la tontine, c'est on se regroupe, chacun met un peu d'argent, et puis la somme qui est là, elle va aller à Laurent un jour parce qu'il y a un projet, et puis on remet au pot, et puis ça va à Amine, et ainsi de suite. Et une réserve un peu... Une sorte de réserve, une sorte de communauté un peu... De mutualisation, on va dire. Voilà. Ah, c'est bien. Donc vous me dites non, il n'y a pas spécialement un modèle africain. En revanche, il y a une population africaine qui est en train de se démarquer véritablement, c'est la femme entrepreneuse africaine. Oui, et les jeunes. Et les jeunes. Voilà. Mais l'un n'est pas... ça va ensemble. Bon, ensemble. Je me permets de vous dire ça parce que je me suis fait cette remarque en étant à Vivatech justement et en discutant avec des jeunes femmes entrepreneuses, des jeunes start-upeuses. Elles sont déterminées, elles sont créatives, elles savent où elles veulent aller et elles sont productives. On sent, j'irais presque à dire que le futur de l'homme entrepreneur africain, c'est la femme entrepreneuse africaine. Écoutez, globalement, dans le monde entier, et là je parle parce que j'ai vu beaucoup de start-up, beaucoup d'entreprises, les femmes gèrent mieux leur business que les hommes. Très clairement. Elles s'en disent moins, elles se mettent moins en avant. C'est pour ça qu'elles gèrent mieux d'ailleurs. Et elles ont des taux d'échec largement moindres. Paradoxalement, elles reçoivent moins d'investissements, ce qui est paradoxal. Et en Afrique aujourd'hui, évidemment, on a des femmes entrepreneuses traditionnellement déjà dans le commerce, c'est déjà extrêmement présent. Maintenant, on les voit effectivement sur la technologie, sur les startups, dans de l'e-commerce. Alors nous, on appuie ce mouvement-là et on a lancé une initiative qui s'appelle The Colors. Ah oui, alors voilà. vous me devancez un petit peu parce que justement, je voulais en parler. Je vous ai présenté comme le cofondateur d'Afrobytes, mais vous n'êtes pas seulement le cofondateur d'Afrobytes, vous êtes aussi le fondateur de Colors. Voilà, exactement. Alors, je veux bien que vous me disiez un mot de Colors. Alors, The Colors, on se concentre sur une chose parce que Afrobytes, on était très généraliste. On s'est dit, on va descendre sur une verticale. Alors, chez Afrobytes, on s'est déjà dit, bon, on va rester quand même sur l'agriculture. Et tout de suite, dans l'agriculture, qu'est-ce qui arrive? Il y a 2 secteurs clés. On commence par l'un, c'est la parfumerie et la cosmétique. Puisque dans la parfumerie et la cosmétique, vous allez retrouver moringa, karité, ylang-ylang, vanille. Donc ça, c'est tous les ingrédients qui viennent dans vos crèmes, dans vos shampoings, etc. Donc là, il y a un potentiel énorme et plein d'ingrédients
qu'on n'a même pas encore, on dirait, scratché la surface encore. Il y a un potentiel énorme. Et sur ce secteur-là, les femmes ont une expertise folle. Et le marché de la cosmétique et de la parfumerie, la cosmétique en particulier, notamment tout ce qui est traitement du cheveu, il est colossal. Ce marché Mais en fait, là, je vous colossal. écoute et je me rends compte que quand je vous ai posé la question au début de l'émission de savoir par quoi devait commencer l'Afrique, vous me parliez d'agriculture, mais c'est pas, en fait, moi je pensais aussi à la santé, mais agriculture, santé, soins, tout est lié. Tout est lié. La santé, l'alimentation, on n'est pas loin en fait. Absolument. On a une start-up qu'on suit dans le cadre de The Colors qui s'appelle In Hair Care. In Hair Care. In Hair Care, c'est Rebecca Kathleen. Elle fait des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Et de l'alopécie, vous avez moins de cheveux. Elle fait ça. Elle vient de lever 1,5 million auprès du fonds de l'Occitane et Marie-Claire. Pas mal. Pas mal, ouais. Pas mal. Alors, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Ça va toujours très vite quand c'est très intéressant. J'ai une question plus globale, peut-être plus philosophique. En fait, là, en rencontrant des gens créatifs, en rencontrant des gens qui sont véritablement impliqués dans leurs actions et qui ont de très très bonnes idées, on se rend compte que des bonnes idées, pour trouver des solutions, il y en a plein. Mais on a l'impression que, en fait, ce qui manque, c'est la solution qui va permettre d'appliquer les solutions. Il manque quelque chose qui nous va permettre de mettre vraiment en œuvre toutes ces choses qui émergent, qu'on vante, qu'on trouve exceptionnelles, mais souvent après on n'entend plus parler. Pourquoi on ne dépasse pas ce gap? Alors, il y a la question du financement. Ça, c'est évident. Il y a des pays qui reçoivent beaucoup de financement dans la tech. Hein. C'est le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal maintenant, un petit peu plus. L'Afrique du Sud, le Kenya. Dans d'autres endroits, c'est un peu plus juste. Déjà, il y a ça. Ensuite, il faut une volonté politique extrêmement forte. La volonté politique affichée par le président Sall, il a fait une priorité de ça. On voit les résultats. Le Rwanda, il y a une priorité. On voit les résultats. Et ainsi de suite, le Kenya, la mobile money, etc. Donc, il faut à un moment donné que les facteurs, on va dire, qui entourent l'entrepreneur fassent qu'il y ait une commande politique, une stratégie pour dire, voilà, le digital aujourd'hui pèse de plus en plus dans la part du PIB du pays, donc ça devient une priorité. Et en ça, c'est pour ça que tout à l'heure, vous me parliez des jeunes, c'est justement ça, ce gap, c'est la jeunesse qui arrive, qui va pouvoir le passer et qui va pouvoir le transformer. Et je suis très, très confiant. Très confiant. Extrêmement confiant. Ah ben écoutez, on va terminer sur cette note d'optimisme. Pas afro-optimisme, mais juste cartésien. Amine Youssouf, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette EDJ, cet entretien du jour. C'était un plaisir de rencontrer Amine Youssouf. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. En attendant, comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Bonne journée à tous, au revoir.